Améliorer le financement des entreprises en Côte d'Ivoire, quelle question? Enfin, si vous êtes là nombreux, c'est que c'est une vraie question. Et effectivement, pour dresser un petit peu le tableau rapidement, il y a plus de 40% des PME ivoiriennes qui n'ont pas accès ou qui évoquent la difficulté d'accès au financement comme une contrainte majeure à leur croissance. Or, il se trouve que plus de 90% des entreprises en Côte d'Ivoire sont des PME. Mais elles représentent 60 à 80% des emplois et elles représentent 40% du PIB. Le problème est crucial, c'est la raison pour laquelle la CGCI met l'accent sur ces aspects de financement et je crois qu'il y a au moins 3, si ce n'est 4 panels sur les 2 jours qui traitent du financement des entreprises et des PME. Le déficit annuel des financements pour les PME en Afrique subsaharienne s'élève à 330-350 milliards de dollars sur 400 milliards de besoins. Ça veut dire plus des 3/4 des besoins ne sont pas financés. 40% des grandes entreprises seulement ont accès au financement bancaire, contre 65% dans le reste du monde. 30% des moyennes entreprises ont accès au financement, contre 50% dans le reste du monde. Et 20% seulement des petites entreprises, et je ne parle pas des PME, TPE, TPMPE, qui n'ont absolument pas accès au financement. Donc nous étions censés avoir M. Alassane Doumbia avec nous, le président du groupe SIFCA, qui nous aurait parlé des financements des grandes entreprises. Donc, bon, elles représentent 10% finalement des entreprises, tant pis, on n'en parlera pas. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que le financement des entreprises dans nos pays a 4 grandes difficultés. Son accès, on l'a vu tout à l'heure, le risque qu'elle représente pour les financiers, les prêteurs, la réglementation et les compétences des entreprises. Donc la perception du risque est certainement celui qui suscite le plus d'attention chez les prêteurs ou chez les institutions financières. Et là, c'est en totale asymétrie avec ce que perçoivent les emprunteurs eux-mêmes du risque de leur entreprise. C'est là où on a un problème. Et si on avait eu M. Yao Kwasi, et j'espère qu'il va arriver, il va nous parler de cette asymétrie entre la perception des banques et la réalité que perçoivent les entrepreneurs. Il y a, en dehors des prêts bancaires, en dehors des financements bancaires, il y a d'autres sources de financement des entreprises, apparues depuis maintenant plus de 20 ans, notamment l'ouverture du capital pour augmenter les fonds propres à travers la BRVM. Et M. Edokossi va nous en parler, va nous dresser le portrait de tous les outils, tous les instruments qui sont possibles de réaliser avec la BRVM. Et une autre façon d'ouvrir le capital des entreprises, c'est de faire entrer un fonds d'investissement. Et on espère que M. Youssouf Karius arrivera, c'est le directeur général du fonds d'investissement Pulsar Partners, pour nous en parler. Enfin, je parlais de réglementation tout à l'heure, il revient effectivement aux organes de régulation et de contrôle d'autoriser et ou de faciliter l'accès à de nouvelles sources de financement, soit déjà éprouvées dans d'autres parties du monde, soit totalement innovantes, comme l'Afrique sait innover déjà depuis une quinzaine d'années sur un certain nombre de domaines, notamment à travers le mobile banking. Et c'est M. Chalou Koulibaly, directeur national de la BCEAO, qui pourrait nous en parler lorsqu'il arrivera. Alors, je rappelle l'objectif de ce panel. Il est de vous informer sur les facilités, les produits, les guichets et les services financiers offerts par les différents acteurs du financement présents en Côte d'Ivoire, de partager vos expériences de chef d'entreprise sur ces différents types de financement disponibles, des leçons apprises et des évolutions souhaitées, afin d'envisager un avenir plus radieux grâce aux innovations et aux réformes qui sont évoquées par les différents intervenants. Alors, nous sommes 2 pour l'instant. Edo, je te passe le micro. Dis-nous un petit peu, dresse-nous un petit peu la situation de la BRVM par rapport aux besoins de financement des entreprises qui sont là aujourd'hui. Effectivement, nous sommes que 2, donc ça va être un petit dialogue entre nous et avec la salle. Donc j'aurai l'avantage de parler de tout, pas seulement de la BRVM. De mon point de vue, pour aborder cette question du financement de façon générale des entreprises en Côte d'Ivoire, il faudra qu'on regarde l'état des lieux,
pour voir quelle est la situation actuelle, qu'on regarde pourquoi est-ce qu'il y a une certaine insuffisance de financement avant d'aborder les solutions. Et quand on regarde l'état des lieux de financement, du financement en Côte d'Ivoire et comme on le voit dans tous les pays, c'est d'abord de regarder quels sont les acteurs. Est-ce qu'on a tous les acteurs? Est-ce qu'on a suffisamment d'acteurs? Est-ce que ces acteurs jouent leur rôle? Déjà, ça nous permet d'avoir une idée assez claire de ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'il y a lieu de proposer des solutions d'amélioration. Alors, les acteurs du financement des entreprises en Côte d'Ivoire, évidemment, on a, si je prends des acteurs les plus, je dirais pas petits, mais qui interviennent sur des tailles de financement beaucoup plus réduites jusqu'aux plus gros acteurs. Nous avons les institutions de microfinance de façon générale jusqu'à la bourse. Et quand on regarde effectivement, on peut dire aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, on a du financement propre par les entrepreneurs eux-mêmes, évidemment. On a des business angels qui accompagnent certains promoteurs. On a des institutions de microfinance, on a des banques, on a, je dirais, du private equity et on a également la bourse. Donc, on a quasiment tous les acteurs qu'on retrouve généralement dans l'écosystème de financement des entreprises. Je peux y ajouter les organismes de garantie, je peux y ajouter d'autres acteurs périphériques, mais qui contribuent au financement donc, de l'économie. La microfinance a bien progressé en Côte d'Ivoire au cours des dernières années. Aujourd'hui, on se rend compte que des dépôts des entreprises, des établissements de microfinance qui étaient de l'ordre de 72 milliards en 2012, nous sommes arrivés quasiment à 280 milliards de dépôts auprès de ces institutions de microfinance, avec un encours de crédit qui atteint 271 milliards. Ça montre une bonne progression, effectivement, de l'activité de microfinance en Côte d'Ivoire. Mais quand on regarde cela rapporté à la taille de l'économie ivoirienne et aux indicateurs des autres pays, notamment le Ghana, le Kenya, on a un taux de pénétration d'environ 25%, comparé à 40% au Ghana et 75% au Kenya, pour rien que l'activité de la microfinance. Cela montre qu'il y a une certaine insuffisance, je dirais, dans, en tout cas, le développement de cette activité en Côte d'Ivoire. Quand on prend le secteur bancaire, on a un taux de pénétration de 20%, vous le savez, alors que dans les autres pays comparables, on a des taux plus élevés, 40%, 60%, 70%. On a beaucoup d'établissements bancaires avec, suivant les derniers chiffres que j'ai eus, plus de 7 000 milliards de dépôts et 6 000 milliards d'encours de crédit, en progression d'année en année. Cela veut dire quand même qu'il y a des banques qui financent, qui accordent du crédit. Maintenant, on peut discuter à qui le crédit va. Est-ce que c'est seulement aux grandes entreprises? Est-ce qu'il y a du crédit pour les PME? On le sait, il a déjà dit. La part des PME, la part dont bénéficient les PME dans ce financement bancaire est relativement faible, comparé à leur nombre et comparé à leur contribution, je dirais, à la formation du PIB en Côte d'Ivoire. Mais le secteur bancaire reste néanmoins un secteur qui est en forte progression avec la création de nouvelles banques et surtout avec le développement du crédit tel qu'on l'a observé. Il y a les autres acteurs, si je regarde les plus gros, tous ceux qui font du financement direct, les organismes de financement au niveau international, ceux qui font, je dirais, du private equity particulièrement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus de fonds de private equity qui interviennent en Côte d'Ivoire, même s'ils ne sont pas basés ici, même s'ils sont basés à Maurice, à Singapour, au Luxembourg, etc., mais prennent des participations dans des entreprises ivoiriennes. Bon.
Est-ce que cette activité est suffisante en Côte d'Ivoire? Non, elle n'est pas suffisante parce que, effectivement, par rapport aux besoins exprimés par les entreprises en fonds propres, on a une offre en face qui n'est pas, je dirais, suffisante pour pouvoir les accompagner. Si je prends enfin la bourse, nous avons aujourd'hui 46 sociétés cotées, dont 35 ivoiriennes, pour une capitalisation de plus de, je dirais, 4 000 milliards de francs CFA. Sur les derniers IPO, sur les 9 que nous avons faits au cours des dernières années, 4 sont ivoiriens. Donc, il y a quand même une forte pénétration de la bourse aussi en Côte d'Ivoire. Donc, ce panorama étant fait sur les acteurs, on peut dire que les acteurs sont présents, les acteurs participent, je dirais, au financement de l'économie. Mais quelles sont les insuffisances qu'on relève? Pourquoi est-ce qu'on considère qu'il y a insuffisance de financement? Donc, la première question, est-ce qu'il faut avoir plus d'acteurs? Est-ce qu'il nous faut plus de banques? Est-ce qu'il nous faut plus de fonds de private equity? Est-ce qu'il nous faut une deuxième, une troisième bourse? Est-ce qu'il nous faut, je dirais, d'autres institutions de microfinance ou sur d'autres niches comme la mésofinance? Si je prends le secteur bancaire, vu le taux de bancarisation qu'on a, vu le nombre de banques qu'on a, certains vous diront qu'il n'y a pas suffisamment de banques. Que l'économie ivoirienne peut encore accueillir de nouvelles banques qui vont accompagner le financement de l'économie. Maintenant, la question qu'on peut se poser, je crois, elle est pertinente. Quel type de banque et quelle taille de banque? Est-ce qu'on va encourager le développement de petites banques ou de banques plus grosses, plus consolidées, ayant des tailles suffisamment importantes pour pouvoir financer l'économie sans que cela ne fragilise leur situation réglementaire? Ce qu'on a observé de par le monde, c'est que les grands pays ou tous les pays où on a pu avoir une offre suffisante de financement bancaire, c'est qu'il y a de très, très, très grandes banques, de grosses banques. Des banques qui ont le total bilan solide, suffisant, pour pouvoir être des acteurs du financement sans être fragilisés par une quelconque situation, je dirais, des entreprises. Donc oui, il y a de la place, mais il nous faut de grosses banques. Sur la microfinance, c'est un secteur, comme j'ai dit, qui se développe, qui a besoin d'être assaini. On voit des cas dans d'autres pays où on est en une phase d'assainissement de ce secteur. Mais la mésofinance peut effectivement aussi être une solution. Comme on le voit avec Cofina aujourd'hui, 70 000 projets financés, 500 milliards en si peu de temps, c'est quand même beaucoup. Cela montre qu'il y a un besoin qui était là, qui n'était pas satisfait, qui est désormais satisfait. Au niveau des marchés de capitaux, on a une bourse, elle peut effectivement apporter une solution et dans sa forme actuelle, hors troisième compartiment, c'est une bourse qui est pour les grandes entreprises. Le troisième compartiment nous a permis d'avoir une offre pour les PME et nous allons et nous espérons à un moment donné avoir une offre pour les startups à travers un venture capital market. Alors quand on regarde tout ça, on se dit, oui, même au niveau du marché, il y a des efforts à faire pour pouvoir avoir une offre beaucoup plus large du financement des entreprises. Maintenant, les acteurs, on peut en avoir plus. Qu'est-ce qui ferait en sorte aussi que l'offre de crédit ou de concours aux entreprises peut se développer? Ça aussi, c'est une question à laquelle on doit pouvoir répondre. Est-ce que c'est uniquement
le nombre suffisant d'acteurs? Est-ce que c'est la taille des acteurs? Est-ce qu'il n'y a pas des mesures qu'on peut considérer comme transversales pour créer un climat des affaires ou un climat, je dirais, qui permette aux entreprises de pouvoir bénéficier dans de bonnes conditions de financement, mais en même temps se comporter de manière à rassurer aussi ceux qui leur apportent les concours. Je crois que c'est là où souvent on ne s'attarde pas et c'est là où, pour moi, il y a des réflexions extrêmement importantes à faire. C'est vrai que tu as fait un très beau panorama des acteurs de financement en Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il faudrait, et tu l'as préparé, regarder les acteurs du côté des entreprises. Quelle typologie d'entreprise nous avons et quels sont leurs besoins, chaque type d'entreprise ayant des besoins distincts. Et si on part des plus petites aux plus grandes, on a donc les TPE qui nécessitent quelques centaines de milliers de francs de financement au démarrage. Pendant les 2-3 premières années, ça va monter à 500 000, 1 million. Et effectivement, celles-ci ne sont pas structurées, elles sont parfois, et même très souvent, même pas enregistrées. Ce sont des entreprises individuelles. Et le financement de la microfinance est, à mon avis, bien adapté à cette typologie d'entreprise. Et c'est là où, c'est vrai, on a de gros acteurs du microfinance et des plus petits, mais je pense qu'on peut encore repliquer et démultiplier le secteur de la microfinance. Leur croissance depuis 5-7 ans présente vraiment des potentiels de ce marché qu'il faut vraiment saisir et de façon à répondre de façon adéquate à toute cette typologie de TPE, PME, voire des financements de 10, 15, 20, 30 millions, de façon à accompagner ces entreprises à un niveau où elles vont commencer à se structurer. Parce que les microfinances doivent aussi les accompagner dans cette structuration non pas de leur business sur un plan opérationnel, mais sur un plan, on va dire, administratif. Voilà, un enregistrement de société, des états financiers, et je pense que ça, c'est un travail d'accompagnement que devrait aussi faire la microfinance avec ses clients lorsqu'ils deviennent de plus en plus importants. Au-delà de la TPE et PME, nous avons, de la TPE, nous avons les PME qui ont des besoins de financement, 5 millions, 30 millions, 100 millions. Oui, juste pour dire aussi, la microfinance finance quand même sur du court terme, à des taux qui sont un peu élevés. Donc c'est vrai qu'elle ne finance pas, ou c'est difficile de financer des CAPEX, des investissements. Voilà, même des camions, s'il faut les rembourser en 12 mois, il faut que la rotation des camions soit quand même très rapide. Donc, à partir du moment où on a besoin de financer du CAPEX et qu'on est sur du 5, 10, 20 millions, mais c'est le secteur bancaire qui doit être effectivement sollicité. Et là, il y a cette adéquation ou cette asymétrie plutôt entre le risque perçu par le banquier et la réalité de l'entrepreneur. Il a son business, il le fait fonctionner, ça fait plusieurs années qu'il le fait fonctionner. Pardon. Il gagne bien sa vie, il paye ses salariés, mais il présente une image de son entreprise qui ne rassure pas le banquier. Donc là, de nouveau, il y a un travail qui doit être fait auprès de ces entreprises et qui devrait aussi être accompagné par leur agent de banque, par leur banque commerciale, de façon à les faire progresser dans cette structuration administrative. Et je vais employer le terme transparence parce que c'est un vrai sujet, la transparence des entreprises. C'est un vrai sujet pour ceux qui sont chargés de les financer. Et là, quelles sont les solutions pour améliorer la transparence de ces PME ? Tous les acteurs de financement du pays devraient vraiment s'y pencher, que ce soit évidemment la DGI, les principaux intéressés, mais que ce soit aussi tous ceux qui accompagnent les entreprises dans leur développement, y compris les conseils. Nous sommes conseils financiers et chacun de nos mandats, nous sommes amenés sur 1 an, 2 ans, 3 ans, finalement, à accompagner nos clients dans ce chemin-là. Parce que, évidemment, sur le court terme, ils sont moins
on va dire, gagnants. Mais sur le long terme, ils vont obtenir les financements qui vont financer leur croissance. Et voilà, ça c'est très important. Et après, la troisième typologie d'entreprise, ce sont ceux qui ont des besoins 50 millions, 500 millions, 1 milliard. Et là, on va peut-être plus s'adresser sur des fonds d'investissement. Parce que les banques ne vont pas forcément se risquer à prêter 500 millions si le capital de départ ou les fonds propres de l'entreprise est insuffisante. Et là, on a un petit souci avec les fonds d'investissement qui généralement étaient présents sur la Côte d'Ivoire, c'est qu'ils démarrent sur des tickets de au mieux 1 milliard, mais c'est souvent entre 2, 3, 4, 5 milliards. Donc là, il y a un gap entre tout ce type d'entreprises qui ont des besoins entre 50, 100 millions et 2, 3 milliards. Depuis peu, il y a des fonds d'investissement qui s'installent en Côte d'Ivoire et qui vont s'adresser à ce type d'entreprise. Il faut les connaître. J'en connais au moins un qui s'appelle Comway Capital, il faut le savoir, et il s'adresse à des entreprises dont le besoin de financement est de 30 millions à 300 millions. Et ils ont un volet d'accompagnement avant décaissement de ce financement, d'accompagner les entreprises avec une subvention pour les rendre, on va dire, pour les accompagner dans leur structuration, pour établir des états financiers dans la transparence. Et c'est malheureusement insuffisant parce que c'en est un de fonds, mais il en faudrait 10, il en faudrait 20, il en faudrait 30. Mais c'est ce type de fonds dont nous avons besoin pour accompagner, je dirais, entre 40 et 60% des entreprises de la Côte d'Ivoire, faire du 30 à 300 millions. Et après, nous avons évidemment les grandes entreprises qui ont des besoins de financement de 5, 10, 20 milliards. Là, il y a des fonds d'investissement qui peuvent les satisfaire. Les banques, quelles qu'elles soient, grandes ou petites, peuvent les accompagner. Si le financement est trop gros, elles vont faire de la syndication. Mais je pense qu'on a moins de soucis dans le financement des grandes entreprises que toute cette tranche entre les 200 000 et le milliard. Et c'est là-dessus qu'il faut porter notre attention. Oui, effectivement, je pense que cette catégorisation des entreprises est importante. Toutes les entreprises ne peuvent pas avoir accès à tous les types de financement à tout moment. Ce n'est pas possible. Je pense qu'il est important que l'on puisse clarifier cela et quelque part assurer un positionnement clair des différents acteurs du financement sur, je dirais, les créneaux sur lesquels ils peuvent agir. Parce que si on commence ou si on continue à croire que la banque peut tout financer, de la start-up jusqu'à la plus grosse entreprise, en passant par la PME et n'importe quelle PME à n'importe quel stade de sa vie, on ne va pas y arriver. Il faut qu'il y ait des acteurs du financement qui se positionnent et que les entrepreneurs aussi comprennent bien comment ces acteurs-là fonctionnent. Il y en a beaucoup qui vont aller voir des fonds de private equity qui ne sont pas structurés pour faire du capital risque en leur présentant un projet de start-up. Là aussi, ça ne peut pas marcher. Donc, pour moi, il est important de clarifier le positionnement des différents acteurs sur les segments sur lesquels ils doivent intervenir. Il est important pour les entrepreneurs aussi de comprendre qui fait quoi et à partir de ce moment-là, leur démarche dans la recherche de financement sera beaucoup plus structurée et beaucoup plus efficace. Mais au-delà de tout ça, il va falloir à un moment donné avoir des politiques plus volontaristes, parfois plus contraignantes, pour amener certains acteurs à jouer leur rôle ou à aller au-delà du rôle, je dirais, traditionnel ou conventionnel qu'ils jouent pour le financement. Si je prends le cas du private equity, par exemple, je le disais, en Côte d'Ivoire comme dans la sous-région, on a des fonds qui interviennent, mais ils ne sont pas domiciliés chez nous. Ils sont à Maurice ou ils sont au Luxembourg. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a pas le cadre réglementaire et fiscal qui permette à ces fonds-là d'être installés chez nous.
Et ça, c'est un vrai souci. Ça fait des années qu'on en parle. La transition de l'économie d'endettement vers l'économie de marché se fait généralement par le private equity. Il n'y a pas de saut, je dirais, de l'économie d'endettement vers l'économie de marché sans transition. Et il ne faut pas qu'on continue de rêver qu'on va y arriver comme ça, qu'on va se lever un jour et puis on fera moins de dettes, on ira vers les marchés. Il faut bien des acteurs intermédiaires qui préparent. Mais ces acteurs-là, à un moment donné, il faut leur créer les conditions d'un fonctionnement efficace. Regardez le cas, par exemple, du private equity dans les pays Singapour, Maurice, etc. Mais même le fait d'installer ces fonds-là dans un pays crée de l'emploi, puisqu'on vous oblige à choisir des cabinets d'avocats qui sont du pays, on vous oblige à avoir des administrateurs qui sont du pays, à qui vous payez 10 000 $ par année. Vous imaginez si on peut faire ça ici? Si on demande à ces fonds de s'installer, de prendre des Ivoiriens comme administrateurs, de prendre nos cabinets d'avocats comme conseil, de prendre nos cabinets comptables, ben, on va créer quand même un écosystème qui va être favorable au développement de ces métiers-là aussi. Ça aussi, c'est important. C'est vrai qu'on peut perdre un peu en fiscalité parce que, bon, il y a les droits d'enregistrement, il y a un certain nombre de choses qu'il faut probablement, je dirais, des facilités qu'on peut leur offrir. Mais c'est le prix à payer pour que dans le long terme, on ait un financement plus efficace et qu'on prépare nos entreprises à un financement de marché beaucoup plus important pour elles. Au-delà de ce segment du private equity, il y a aussi les banques. Là aussi, les banques financent l'économie, financent peut-être moins comme on a dit, parce que quelque part aussi, entre le risque perçu et les autres instruments qui sont disponibles pour les banques, elles préfèrent aller vers ces instruments, par exemple, plutôt placés sur des titres publics que d'aller financer, je dirais, des entreprises pour un risque perçu qui leur semble élevé. Mais là aussi, il faut trouver les moyens de les amener de plus en plus à aller vers le financement des entreprises, pas en renonçant forcément à ce qu'ils font sur les titres publics, mais néanmoins qu'on trouve un équilibre qui permette d'aider, je dirais, les pousser à aider les entreprises et les entrepreneurs. Il a parlé de questions plus, je dirais, transversales pour toutes les entreprises, en tout cas pour les plus petites PME particulièrement, la question de la transparence, de la gouvernance et tout ça. On ne peut pas non plus espérer développer le financement sans régler, dans une certaine mesure, ces deux petits problèmes, petits, peut-être grands, qui, quelque part, freinent aussi le développement du financement. Parce que si on prend la question de la transparence, les gens parlent de 2 bilans, 3 bilans et tout ça, mais ce qu'on observe, c'est que beaucoup d'entrepreneurs sont encore convaincus qu'en étant moins transparents, ils sont gagnants. En réalité, ils sont gagnants peut-être sur le court terme, mais ils sont largement perdants sur le long terme. Je prends le cas d'une entreprise qui, on en discutait tout à l'heure, qui cache 20% ou 30% de son chiffre d'affaires parce qu'il y a certains de ses clients qui lui demandent de ne pas facturer de façon transparente. Bon, mais quand il perd 20%, 30% de son chiffre d'affaires, quand son banquier voit son chiffre d'affaires, le banquier dit « Ah, ça c'est une activité qui ne se développe pas ». Mais lui, il dit « Non, moi je sais que ça se développe parce que je connais mes vrais chiffres ». Mais effectivement, à court terme, il a le sentiment de gagner, mais l'opportunité qu'il perd de bénéficier d'un bon financement bancaire et le coût d'opportunité d'avoir un taux très élevé sur les concours bancaires parce qu'il n'est pas transparent, ça le pénalise beaucoup plus que de cacher 20% de son chiffre d'affaires et malheureusement rester une petite PME dans l'esprit du banquier alors qu'il a déjà atteint une taille critique qui lui permet de rentrer plus ou moins dans la cour des grands. Je crois que, et je le dis souvent, la non-transparence coûte plus cher dans le long terme que la transparence.
Franchement, je pense qu'il faut que de ce point de vue-là, nos entrepreneurs fassent l'effort de vraiment travailler sur ça. Et ça va rassurer tout le monde et ça va permettre, je dirais, à tous les acteurs de jouer leur rôle. Quand on le voit au niveau des banques, au niveau des fonds de private equity aussi, pourquoi certains ne financent pas des entreprises? Parce que quand ils commencent par rentrer dans les chiffres en profondeur, ils se rendent compte qu'il y a des dysfonctionnements tels qu'ils mettent à risque quelque part leur financement si d'aventure cela ne se corrige pas. Il en est de même de la gouvernance. Ça aussi, c'est un gros problème, cette gouvernance où on mélange un peu tout, où on ne veut pas adopter les meilleurs standards, on essaie de jongler un tout petit peu. Mais ce jonglage-là va durer jusqu'à quand? Si on veut une entreprise qui s'inscrive dans la pérennité, qui passe les générations, du promoteur jusqu'à ses petits-enfants, etc., mais il faut bien avoir des modes ou des standards de fonctionnement qui garantissent cette pérennité et qui rassurent tout le monde. Et je crois que là aussi, on peut toujours avoir le regard accusateur sur les acteurs du financement. C'est oui, on peut le faire, mais en même temps, je pense qu'il faut se poser les questions sur les freins éventuels qui, à juste titre ou non, empêchent les acteurs de jouer pleinement leur rôle. Merci, Edo. Il y a deux problèmes que je voulais relever. C'est le problème de la transparence, c'est la perte de confiance, ou en tout cas de ne pas gagner la confiance de son banquier. À partir du moment où l'entrepreneur dit « oui, non, mais j'ai plus là-bas », il a perdu la confiance du banquier. Donc ça, c'est un coût qu'il ne peut pas mesurer, qu'il ne peut pas chiffrer, mais qui est très élevé sur le long terme. Et le deuxième élément, et à ce moment-là, c'est dommage que notre banquier ne soit pas là, mais que ce soit les banquiers, que ce soit les microfinances, comme je le disais tout à l'heure, elles doivent être beaucoup plus proches de leurs clients entreprises. Leurs agents doivent être formés pour véritablement travailler avec les entrepreneurs sur leur business en termes de chiffres, en termes de business model, et de relever ces aspects de non-transparence pour vraiment leur faire prendre conscience de ce coût visible et masqué de cette non-transparence pour les amener vers une meilleure transparence et donc un financement. Je ne sais pas comment expliquer. Je comprends tout à fait que voilà, le marché est comme ça, les clients demandent non-facture, etc. Mais finalement, quand on va au fond des choses sur certains dossiers, y compris des PME qui font 10, 15, 20 milliards de chiffre d'affaires et qui font 10-15% de non-facturés, mais combien vous allez perdre si vous facturez? Vous allez perdre combien de vos 15% de chiffre d'affaires? Ben, finalement, ça va être 3-4%, 5%. Mais la confiance qu'ils vont gagner de leurs partenaires n'a pas de prix. Mais ça prend 2 ans, 3 ans pour arriver à cette prise de conscience. Donc, il y a un travail à faire de la part des entreprises et des entrepreneurs, c'est évident, de prise de conscience, mais il faut qu'ils soient accompagnés aussi par leurs partenaires, que ce soit leurs conseils juridiques, fiscaux, financiers, banquiers, microfinance. Tout le monde doit être partie prenante dans la transformation de nos entreprises. Non, je pense que pour moi, c'est vraiment un point important et inquiétant. Et on a beau faire tous ces panels, ces rencontres pour parler, mais s'il n'y a pas ce changement de mentalité, ce changement dans le mode de fonctionnement, de perception de l'entreprise par l'entrepreneur lui-même, et cette vision de pérennisation de son activité, on aura du mal. On aura sincèrement du mal. Et parfois, c'est pour vraiment des broutilles. Je me rappelle, dans une ancienne vie, j'étais allé voir un entrepreneur qui faisait déjà à l'époque 8 milliards de chiffre d'affaires pour un emprunt obligataire. Et évidemment, il ne voulait pas changer de statut juridique, de passer de SRL à SA.
avec une réticence très forte. Je lui dis, mais bon, pourquoi? Il dit, mais parce qu'il ne veut pas avoir des commissaires aux comptes qui viennent regarder. Il dit, mais vous faites 8 milliards, 10 milliards bientôt de chiffre d'affaires. Il dit non, parce que lui, bon, s'il a envie de s'acheter une caisse de champagne, il ne veut pas que quelqu'un vienne lui dire pourquoi il a acheté. S'il a envie de payer les billets de vacances de sa femme et de ses enfants, il ne veut pas qu'on vienne lui poser des questions. Ouais, des petits sujets qui, moi, sont vraiment périphériques, quoi, par rapport à l'enjeu du développement d'une entreprise. Et ça, je crois qu'il faut aussi que nos entrepreneurs comprennent ça. Et il faut aussi que nos entrepreneurs, on peut tout reprocher aux banques. Hein. Je ne suis pas là pour faire leur avocat. Je ne suis pas là pour dire que les banquiers connaissent bien et font bien leur métier et que par conséquent, c'est que la faute des entrepreneurs si les banques ne les financent pas. Je ne suis pas là pour ça. Mais je veux néanmoins dire qu'il faut que l'entrepreneur aussi pense que le banquier n'est pas si idiot que ça, quoi. C'est-à-dire que quand, même dans une interview pour présenter un business plan, il y a la psychologie aussi. Quand on vous voit bégayer, tourner, vous posez une question, vous passez à côté, vous voulez rassurer le banquier comment? Et quand lui, il a l'avantage de regarder le mouvement de votre compte, les entrées, les sorties, il voit les chèques passer, et puis après vous venez lui raconter des histoires. Bon, comprenez que le banquier, à un moment donné, va vous dire, bon écoutez, moi je ne peux pas, mais si vous souhaitez que je vous finance, je vais vous faire du 12%. Mais ça va vous coûter beaucoup plus cher que si vous étiez transparent, il va peut-être vous faire du 8% ou du 7%. Donc il y a tout ça, mais comme on est à la fois, je dirais, c'est culturel aussi, on est dans des économies d'endettement, donc la dette est quelque chose d'ancré dans notre tête. En tant qu'entrepreneur, il faut s'endetter. Bon, c'est vrai, on va nous dire, il y a l'effet de levier. Bon, je n'en disconviens pas. Mais on est tellement focalisé sur ça qu'on veut s'endetter que malheureusement, on s'endette à tout prix. C'est-à-dire qu'au moment où l'entrepreneur a besoin de s'endetter, il ne veut pas regarder forcément le taux parce qu'il a envie qu'on lui donne de l'argent. Mais ils acceptent de ces taux-là, naturellement, avec des niveaux de fonds propres relativement faibles. Et, je dirais, un chiffre d'affaires qui n'est pas en bonne progression, la faillite est programmée, quoi. La faillite est en réalité programmée. Mais ça aussi, il faut que nos dirigeants d'entreprise aient conscience de ça. Il ne faut pas s'endetter à tout prix, à n'importe quel taux, compromettant, je dirais, la viabilité de l'entreprise. Mais pour ça, il faut qu'en amont, un travail soit fait pour rassurer le banquier, pour lui permettre d'être en position de regarder avec bienveillance votre dossier de crédit et vous accorder le meilleur taux. Merci Edouard, mais juste pour équilibrer un petit peu, parce que nous sommes quand même accueillis par la CGECI, donc les entreprises doivent être aussi un peu défendues. Ouais, absolument, ouais. Bon, je le disais tout à l'heure, les banques, les microfinances, principalement ces deux acteurs-là, qui sont en contact normalement quotidien avec leurs clients entrepreneurs, on s'aperçoit assez souvent que les agents qui sont en relation directe avec les entrepreneurs ont une formation ou en tout cas une exposition au véritable métier d'entrepreneur qui est relativement limitée. Et du coup, il ne se crée pas cette relation et cet échange entre le banquier et l'entrepreneur. Et finalement, ça va être que le dossier qui sera présenté qui va être analysé, pas forcément ce qu'il y a derrière le dossier, pas forcément des entretiens poussés pour évaluer les chances de réalisation du business plan ou du prévisionnel. Et ça, c'est le premier point. Et même lorsque l'entreprise continue de croître au sein de la banque, elle va garder le même correspondant alors qu'elle va passer du simple au double, au triple, au cinquuple. Et puis 5 ans après, elle a toujours le même agent bancaire, mais elle fait 20 milliards de chiffre d'affaires, elle en faisait 50 millions 5 ans avant. Et donc là, il faut effectivement que nos amis banquiers mettent un peu plus d'efforts dans l'accompagnement des entreprises, que ce soit par la formation, par l'exposition de leurs agents. Il n'est pas normal
qu'une petite entreprise qui vient de rembourser son court terme de 12 mois de 65 millions sans incident demande un renouvellement pour 75 millions. Et finalement, 3 mois après, sans qu'on l'ait convoqué, sans qu'on lui ait demandé quoi que ce soit, on lui fasse une offre pour lui dire on vous prête 75 millions à 11% d'intérêt hors taxe, mais il faut nous mettre un DAT en place, une garantie bancaire, à hauteur de 85 millions. Un point, un trait. Sans discussion avec l'entreprise. Voilà, ça, ce sont des comportements que vous devez certainement connaître, aussi bien vous-même que dans votre entourage, et c'est là où il faut que nos amis banquiers changent un peu leur comportement. Ils sont en position de force et ils le montrent un peu trop. Je suis tout à fait d'accord. Hein. Comme j'ai dit, je ne suis pas là pour défendre les banquiers. Ils ont sans doute leurs insuffisances. Mais je pense aussi sur tout ce qui est politique volontariste, notamment d'encouragement de l'entrepreneuriat et tout ça. C'est vrai qu'il y a des chiffres qui nous parlent des milliers d'entreprises qu'il faut financer, aider. C'est clair qu'il y aura un travail qui va être fait pour les accompagner. Mais à un moment donné, dans tous les pays qui ont fait la différence, on sélectionne à un moment donné un certain nombre d'entreprises et sur la durée, on les propulse. Et c'est ça que la CGC est en train de faire en choisissant les 75 champions nationaux là, qu'il faut encourager. Ça, je pense que c'est une démarche volontariste qui est extrêmement importante. Certains vont dire 75. Dans une économie, on a 50 000, 100 000 entreprises, c'est peu. Mais ça peut faire la différence. Prenez le cas de la Corée, la Chine, mais les grandes entreprises, même des États-Unis. Mais il y a des millions d'entreprises aux États-Unis. Mais combien ont fait la différence au cours des 5 dernières années? Une dizaine. D'abord, il faut créer ce type d'entreprise, avoir la vision de savoir où ces entreprises-là peuvent aller, où est-ce qu'on les voit dans 10 ans, 20 ans, à la conquête du monde entier, et créer toutes les conditions pour les accompagner, quoi, en termes de financement, en termes de conseils, en termes d'appui juridique, fiscal, etc. Tout le monde doit se mettre autour de ces entreprises, comme on l'a fait pour Samsung, je dirais en Corée. Tout le monde se met autour de ces entreprises, dit ces entreprises-là, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est les porte-étendards de la Côte d'Ivoire dans les 20 prochaines années. Quelque part, on les appuie, on les accompagne. Je dirais même qu'on leur pardonne un peu tout. Hein. C'est-à-dire même leurs fautes, oui, mais on les cache un peu. Elles entraînent quand même une myriade de fournisseurs et de petites entreprises ivoiriennes avec elles. Exactement. Donc il faut, à mon avis, ces champions-là, il faut les créer de façon très volontaire. Vraiment leur donner toutes les chances de réussir. Toutes les chances. C'est-à-dire les banquiers doivent s'y mettre, le private equity, l'État, la DGI, tout le monde doit se dire, bon, ceux-là, nous allons les pousser. On va être indulgents même par rapport à leurs fautes. Ouais, les Nigériens, ils disent, Obasanjo en a créé par décision volontaire une dizaine de milliardaires nigériens. Il a dit, je vais le faire. Il a fait. Mais Dieu seul sait combien de fautes il leur a peut-être pardonné. Hein? Peut-être, hein? On ne peut pas dire qu'ils ont été totalement parfaits dans leur cheminement. Mais on a peut-être aidé. Et ça aussi, c'est ça les politiques volontaristes. Faire en sorte qu'on a envie de faire ça, on va le faire, quel que soit ce que ça coûte, et quelles que soient les erreurs qu'on peut corriger.